Bonjour. Dans la première vidéo, nous avions mis en évidence le modèle de la mesure. Donc en gros, les fluctuations de la mesure autour d'un mesurand avec un paramètre de dispersion et la présence éventuelle d'un biais. Et nous n'avions pas évoqué le concept d'incertitude. C'était vraiment le comportement de la valeur de mesure qui était décrit. Aujourd'hui, dans cette seconde vidéo, nous allons introduire le concept d'incertitude en commençant par le cas de la mesure unique, appelée, et donc l'incertitude que l'on en tirera est appelée incertitude de type B, au sens du Gould. Voilà, même si c'est un petit détail. Donc on verra comment on peut faire émerger ce concept d'incertitude, ce qui ne va pas de soi, il n'est pas immédiat, il faut aller le chercher. On y verra le rôle central des hypothèses qui interviennent dans cette démarche. Et nous verrons ce passage sans doute le plus délicat de ce que j'appelle l'inversion bayésienne. On peut trouver d'autres termes, mais voilà. Donc, si vous voulez bien, rapidement, je reviens. On avait parlé donc précédemment du modèle de la mesure. Peut-être quelque chose sur lequel je n'avais pas insisté. C'est bien un modèle à trois paramètres, mu, sigma et b. Sigma et b étant la fidélité et la justesse. Ce qui est important, c'est de bien comprendre que ces trois paramètres sont des paramètres qui sont accessibles à la mesure et qu'il conviendra d'estimer. Le paramètre le plus important, bien entendu, c'est la valeur vraie du mesurand, mu. Mais on aura besoin pour cela de connaître la dispersion des mesures, de détecter, d'estimer et éventuellement de corriger la présence d'un biais. Donc voilà, ces trois paramètres sont donc accessibles à la mesure. Ce que nous allons voir avec l'incertitude, c'est que l'incertitude n'est pas un concept accessible à la mesure. L'incertitude ne se mesure pas. Donc là, on a une différence essentielle sur un plan philosophique. Voilà. Donc, j'introduis le scénario de la mesure unique. Voilà. À nouveau, nous avons un mesurant pensons à la longueur d'une tige, peu importe, que l'on ne connaît pas, une valeur vraie, infiniment précise dans le cadre de ce modèle. On en fait une mesure et on obtient une valeur de mesure. Voilà. Alors, cette valeur de mesure, elle vaut pour elle-même. Il n'y a pas d'incertitude dans cette petite expérience, il n'y a pas d'incertitude associée à cette valeur de mesure. Elle vaut ce qu'elle vaut, c'est ici 13,83. Voilà, je ne commets pas d'erreur en la lisant, il n'y a pas d'incertitude associée à cette valeur de mesure. Et pour autant, alors, ce qui est fondamental, c'est que cette grandeur-là se situe dans l'espace des effets. D'accord ? Nous, ce que l'on souhaite connaître, c'est la valeur mu. Si on applique maintenant le principe premier, qui est de dire qu'il est improbable, sinon impossible, pour diverses raisons, on l'a vu précédemment, que cette valeur de mesure soit pile-poil sur la valeur vraie, on fait donc l'hypothèse d'un écart entre cette valeur de mesure et la valeur vraie. Ça, c'est acté, on l'a vu dans le modèle de la mesure. Et donc maintenant, l'objectif, c'est de venir estimer ce paramètre mu. Et donc, on va passer dans le mode estimation du mesurand. Et si je fais ça, mon petit algorithme me dit estimation impossible sans hypothèse. Donc, il nous faut des hypothèses, c'est-à-dire des informations supplémentaires au-delà de la valeur de mesure pour venir estimer le mesurand. Et qui dit estimation dit qu'il y a automatiquement une incertitude associée, on y reviendra. Alors, les hypothèses que l'on va utiliser, toujours je dirais, incarnées par ce collègue, qui vous dit que d'expérience sur une mesure similaire, il a constaté qu'en répétant la mesure plusieurs fois sur le même pièce étalon dans cette gamme de longueur, je précise, parce que suivant les grandeurs que vous mesurez, les dispersions peuvent varier. D'accord ? Toute chose égale par ailleurs, tout ce qui signifie dans des conditions de répétabilité, donc il les a enchaînés assez rapidement, pour l'essentiel. Il obtenait tout d'abord des valeurs aléatoires normales. Alors ça, c'est la première hypothèse, elle est absolument fondamentale, elle est rarement émise, elle est toujours implicite. Lorsqu'on répète les mesures et que les mesures varient d'une mesure à l'autre, eh bien, très souvent, on va dire c'est une variable aléatoire. Ce n'est pas toujours le cas. On peut avoir aussi des variations déterministes. Le pire étant des variations déterministes cachées, masquées par des variations aléatoires. Voilà. Là, on fait l'hypothèse qu'on a des valeurs aléatoires normales, c'est-à-dire gaussiennes. Ça, l'hypothèse sous-jacente, c'est de dire que le paramètre mu ne varie pas au cours du temps, par exemple.
Hein, voilà. Donc vous voyez, le poids de cette hypothèse, elle est absolument fondamentale et non négligeable. Hein, voilà. Donc, on a une variable aléatoire. Son écart type mesuré, eh bien, sigma est égal à 2. Et puis, troisième hypothèse, la mesure n'était pas biaisée. D'accord ? Donc, on va considérer que le biais, on peut considérer que le biais est nul. Alors, en vérité, il n'est jamais nul, mais dans cette expérience-là, on va considérer qu'il est parfaitement négligeable. Alors, l'hypothèse centrale ici, c'est l'écart type. Hein, ça veut dire que quelque part, on a une information sur la dispersion potentielle des mesures que l'on va utiliser. Donc, on va formaliser ces hypothèses. Hein. Ici, on va mettre un biais égal à 0. On va mettre un écart type de 2. Voilà. Alors, cet écart type-là, notez bien qu'il n'est pas mesuré. Hein. Rappelez-vous qu'à partir d'une mesure unique, vous ne pouvez pas estimer un écart type. Hein, il n'y a que des hypothèses qui pourront vous le donner. Par exemple, dans les processus poissoniens, c'est quelque chose de très confortable, parce qu'à partir d'une mesure unique, si on fait l'hypothèse d'un processus poissonien, un comptage nucléaire brut, eh bien on peut estimer avec une excellente précision, on peut estimer l'écart type, c'est la racine carrée de la valeur. Hein, voilà. J'y reviendrai sans doute plus tard. Et donc, ayant formalisé ces hypothèses, maintenant je peux rentrer dans une phase d'estimation. Et la phase d'estimation consiste à passer de l'espace des effets et remonter ici vers les causes possibles. Voilà, ça c'est le cœur de l'inversion bayésienne. D'accord ? On a un effet, on va venir probabiliser les causes possibles. Hein, Poincaré parlait bien de probabilité des causes. Voilà. Donc, on va vouloir estimer maintenant mu. Alors c'est petit mu, c'est mu avec un chapeau dessus. Hein. C'est une notation conventionnelle. Hein. Quand on parle d'estimation, on met un petit chapeau. Donc l'estimation de mu, alors ici on ne va pas tourner autour du pot, on n'a guère le choix. Eh bien la meilleure estimation que nous ayons à disposition, on n'en a pas d'autre, et ça n'est qu'une estimation, eh bien c'est 13,83. Voilà. Je le tape à la main. Voilà. Alors ça, c'est ce qu'on appelle cette valeur-là. Alors on pourrait dire c'est la même, hein, c'est la même valeur, ça ne change rien, ça ne change pas son statut. Si maintenant là écrit ici, à cet endroit-là, cette valeur a changé de statut, maintenant ça s'appelle au sens du VIM, hein, le vocabulaire international métrologique, ça s'appelle un résultat de la mesure. Ça veut dire qu'on a analysé la valeur de mesure avec les informations, les hypothèses dont on dispose, et qu'on en déduit que la meilleure estimation possible, c'est la même valeur. Voilà. Là, c'est le cas évident, simple. Vous avez des cas, par exemple, en mesure nucléaire, parfois la valeur de mesure, suite à des corrections de bruit de fond, pouvait avoir des becquerels négatifs. Voilà. C'est la valeur de la mesure, elle est telle qu'elle, elle est négative. Il est bien entendu qu'à partir de cette valeur de mesure, vous ne pouvez pas donner comme résultat de la mesure une valeur négative. Les becquerels, c'est comme les masses et les longueurs, c'est essentiellement nul ou positif. D'accord ? Petit détail, à partir d'une mesure négative en activité, on peut venir estimer un résultat de mesure positif. Hein. C'est une autre histoire. Voilà. Donc maintenant, nous avons une estimation de la valeur vraie. Voilà. Et puisque ça n'est qu'une estimation, puisque nous savons que nous sommes un petit peu à côté, il va falloir estimer cette incertitude, ce doute que nous avons sur la valeur vraie, estimée par cette première mesure. Alors, quelle est en fait la situation ? Je vais revenir ici. Hein. Ici, on est dans un premier temps, là, sur ce graphe. Hein, je vous avais montré ce que j'appelle la vérité statistique. Hein, on connaît les paramètres vrais, on a mis le biais à 0. Et ici, on a donc la valeur vraie et la loi de dispersion des mesures. Et lorsqu'on réalise des mesures, eh bien, on voit qu'elles fluctuent aléatoirement autour de la valeur vraie. Hein, voilà, donc... si on en faisait un très grand nombre, on reconstruirait de façon fréquentiste cette loi de distribution. Donc ça, c'est la vérité statistique lorsqu'on connaît les paramètres, notamment la moyenne vraie, le mesurant. Hein, mais quelle est la réalité expérimentale dans laquelle nous sommes pour une mesure unique ? La réalité expérimentale, c'est celle-ci. Nous connaissons par hypothèse l'écart type vrai de dispersion. Enfin, tout au moins, en général, on a une estimation expérimentale, mais c'est suffisant. On a fait l'hypothèse que le biais était nul, on a étalonné, et lorsqu'on réalise une mesure, eh bien on a une mesure, point barre. Pour autant, le mesurant, que l'on ne connaît pas, on ne sait pas où il est.
Alors là, vous comprenez bien, hein, je vais refaire une seconde mesure unique, entre guillemets. Hein, j'ai une valeur ici, j'ai 12,43. Ça ne peut pas être strictement égal à la valeur vraie, puisque si je refais une mesure, j'ai une autre valeur, donc je ne peux pas avoir deux valeurs différentes d'une même valeur vraie. Hein, donc voilà, l'idée d'un écart qui existe toujours entre la valeur vraie et les valeurs de mesure, elle est là simplement en deux mesures, on comprend le problème. D'accord? Donc, moi, j'ai ma mesure unique. Et quelle est la question que je dois me poser? C'est me dire, moi ce qui m'intéresse, c'est pas la valeur en soi, la valeur de mesure en soi, m'importe peu quelque part. Hein, en mesure nucléaire, par exemple, lorsqu'on mesure l'activité de champignons pour la consommation, hein, les champignons qui viennent de l'Est, on regarde s'il n'y aurait pas un petit peu de césium-137, hein, comme Ferro Tchernobyl. Et donc il y a une limite à ne pas dépasser. Bon, c'est pas toujours facile à mesurer. Il y a des incertitudes assez majeures, hein, au demeurant, à ce niveau-là. Et ce qui est important, c'est qu'une fois que vous avez mesuré une activité, ce que je dis aux gens, c'est que qui est considérée comme propre à la consommation, hein, eh bien l'activité que vous allez ingérer, c'est l'activité qu'il y a dans les champignons. C'est pas l'activité, hein, c'est pas l'activité mesurée. Voilà. Donc il faut bien distinguer la valeur de mesure et puis la valeur de mesure et le résultat de mesure, qui n'est qu'une estimation de la valeur. Voilà. Alors comment on fait dans cette affaire-là? C'est là qu'on applique l'inversion bayésienne. Hein, l'écart type de dispersion, qu'est-ce qu'il représente fondamentalement? Il représente, vous avez la valeur vraie qui est ici, et chaque fois que vous faites une mesure, bien, vous avez un écart positif, négatif, etc. À noter que si vous faites la moyenne algébrique des écarts, vous aurez toujours 0. Hein. Alors en fait, l'écart, il est mesuré par rapport à la moyenne expérimentale, mais c'est un détail. D'accord? Bon, on va dire que c'est... voilà. Donc l'écart est calculé quadratiquement, l'écart type, hein, etc. Bon. Je vous renvoie pour le calcul de l'écart type, ce n'est pas les tutos qui manquent. Hein. Voilà. Donc, chaque fois que vous faites une mesure, vous avez un écart. L'écart type représente cette distance qui est donc toujours positive, hein, cette distance moyenne entre votre valeur vraie qui est là et puis toutes vos valeurs de mesure, d'accord? Et là maintenant, le renversement dialectique, l'inversion bayésienne, c'est dire j'ai une valeur de mesure unique, je suis là, et je sais que ma valeur vraie elle est quelque part autour de ma mesure, d'accord? Et donc à quelle distance pourrait-elle se trouver? Voilà, le terme exact, c'est se poser la question, se dire, j'ai une valeur de mesure, elle est certaine, elle est figée, elle ne bouge plus, c'est une mesure unique. Je sais que ma valeur vraie est quelque part dans le voisinage de cette valeur de mesure. À quelle distance pourrait-elle se trouver? Cette phrase-là, elle implique un conditionnel. On est dans une pensée probabiliste. En fait, la vraie question, c'est quelle est la position probable de ma valeur vraie? Et donc c'est là qu'intervient l'inversion bayésienne. Hein. Eh bien, cette distance moyenne probable à laquelle peut se trouver la moyenne vraie par rapport à une mesure unique, eh bien, on va reprendre par changement de perspective. Hein. Dans un premier cas, j'étais sur ma valeur vraie, je regardais où se trouvaient les valeurs de mesure. Ben là, je suis sur ma valeur de mesure, je me pose la question de savoir où pourrait se trouver la valeur vraie. Donc quelque part, je la fais bouger, mais dans mon esprit, parce que je ne sais pas où elle est exactement. Mais en vérité, elle ne bouge pas. Et donc, en fait, qu'est-ce que l'on fait? C'est quoi l'inversion bayésienne, tout simplement? Ben, on reprend cette dispersion-là, hein, on prend cette gaussienne-là, on l'arrache de la valeur vraie, puisqu'on ne sait pas où elle est, et on vient la positionner, hein, on vient la centrer sur la valeur de mesure. Et ça, on obtient une loi de probabilité. Et cette loi de probabilité, elle ne représente pas la dispersion des mesures. Elle représente la position probable, possible, des valeurs vraies possibles. On a un ensemble de valeurs. Voilà, la valeur vraie, ça pourrait être 12, 13, 14, 15, etc. et toutes les valeurs intermédiaires. Donc on a un ensemble de valeurs vraies possibles. D'accord? On ne sait pas exactement laquelle elle est. Et cette loi, ben, c'est simplement la loi de probabilité des valeurs vraies possibles. Donc cette loi, elle nous dit on a plus de chances d'être ici, en termes de valeurs vraies, que d'être là. Tout simplement. Hein, c'est ça. Ensuite, on pourra construire des intervalles de confiance et dire, ben voilà, entre 10 et puis 18, on prendra la surface sous la courbe, hein, et ça nous donnera la probabilité que la valeur vraie soit comprise entre 10 et 18, d'accord, avec ce niveau de confiance. Donc voilà ce moment de l'inversion bayésienne, si vous voulez. Hein, c'est donc toute une construction qui n'est pas évidente, hein, qui est mathématisée formellement par le théorème de Bayes, hein, mais qui répond exactement à la problématique de l'incertitude. Voilà. Rappelez-vous que l'incertitude, ce n'est pas une grandeur mesurable.
Voilà, elle existe dans notre esprit parce que l'on a un doute. Hein. Rappelez-vous ce que disait Raymond DeVos. Hein. Voilà, l'incertitude, c'est comme une ombre, hein, c'est insaisissable, c'est non mesurable. Et ça s'estime à partir dans une démarche probabiliste, à partir d'hypothèses, à partir de valeurs de mesure et d'informations supplémentaires, en général des hypothèses. Ici, l'hypothèse essentielle, c'est la dispersion des mesures. Et donc, si je reviens sur ma mesure unique, eh bien, ce petit raisonnement probabiliste me permet de dire que l'incertitude type, c'est-à-dire la distance moyenne, alors c'est la distance moyenne à laquelle peut se situer la valeur vraie par rapport à la valeur de mesure, eh bien c'est le paramètre de dispersion, hein, où l'on voit, alors je vais écrire, voilà, c'est l'incertitude type, alors, hein, où l'on voit que la dispersion des mesures génère de l'incertitude. La réciproque n'est pas vraie, l'incertitude ne génère pas de fluctuation dans le monde réel. Hein, l'incertitude, j'insiste là-dessus, elle n'existe pas dans le monde réel. Le monde réel, lui, il est sujet à fluctuation, il est sujet à de l'indétermination, à des variations déterministes, à tout ce que vous voulez, mais le monde réel ne connaît pas l'incertitude. L'incertitude, elle nous appartient. Hein, elle est liée au modèle que l'on vient coller sur le monde réel. Et donc, globalement, les incertitudes, elles porteront toujours sur les paramètres. Hein. Au demeurant, ici, on a estimé l'incertitude sur ce premier paramètre. On pourrait avoir une incertitude sur le paramètre de dispersion, une incertitude sur un biais éventuel. Voilà. Donc, d'accord, parce qu'on est dans une démarche d'estimation de paramètres vrais. Voilà. Alors, là encore, j'insiste, numériquement, cette incertitude type, c'est un écart type, c'est l'écart type de la loi de probabilité de la valeur vraie. Il a la même valeur que la loi de dispersion, d'accord ? Pour autant, ils ne représentent pas la même chose. Ils n'ont pas le même sens profond. Là, c'est de la dispersion, du fréquentisme. On pourra construire des lois de probabilité fréquentistes éventuellement. Là, ça représente l'écart type d'une loi de probabilité, d'accord ? Donc, ce n'est pas quelque chose qui bouge. Hein. La valeur vraie, elle ne bouge pas, pour l'instant, dans ce modèle-là. Voilà, hein, voilà, c'est sans doute le plus délicat, hein, c'est ce petit moment philosophique de voir comment on fait émerger l'incertitude. Alors à partir de l'incertitude de type en soi que j'ai définie ici, petit u de x, est en soi un écart type. Hein, algébriquement, mathématiquement, il se comporte comme un écart type. Il suit les mêmes lois de composition qu'un écart type normal. Une des sources de confusion entre dispersion et incertitude, c'est qu'en fait, on utilise des lois de probabilité, hein, on utilise les mêmes outils mathématiques pour les décrire. Hein, mathématiquement, je vais utiliser ici une loi normale, et là j'utilise une loi normale, d'accord, mais elles ne décrivent pas la même chose. Hein, okay. Alors, une fois qu'on a cette incertitude type, au sens du GUM, qui est donc en fait un écart type, qui représente mon incertitude, on peut construire des niveaux ce qu'on appelle des niveaux de confiance. Voilà, alors le niveau de confiance, je reviens ici à ma loi, c'est prendre globalement l'écart type, il est à peu près ici, hein, là vous prenez la valeur de mesure plus un écart type, moins un écart type, vous êtes ici, et ça vous définit, vous projetez là, ça vous donne un intervalle de confiance, qui est ici à 68%, hein, donc 68% c'est la surface sous la courbe. Hein. Alors lorsqu'on prend k égale 1, ce n'est pas une incertitude élargie. Alors le GUM, on reste sur le concept d'incertitude type, on ne fait pas d'intervalle de confiance. Voilà. Si on prend k égale 2, donc on élargit un petit peu, et bien là on construit ce qu'on appelle l'incertitude élargie. Alors l'incertitude élargie, c'est plus l'écart type, c'est l'intervalle de confiance, qui est un peu autre chose, avec c'est-à-dire on travaille implicitement sur cette loi-là. Hein. Je ne l'ai pas fait, j'aurais pu, hein, mais voilà, k égale 2, on est à peu près ici, on va de là jusque là, d'accord, et puis les 95%, c'est la surface sous la courbe. Je vous rappelle que une des propriétés essentielles des lois de probabilité, c'est que la surface est égale à 1. Hein, donc voilà. Hein. Et une probabilité, c'est pas donné par la hauteur de la courbe en général, c'est donné par la surface sous la courbe. Hein, donc il faut prendre un petit delta x ici. Ouais. Voilà. Et donc, si on prend k égale 2, valeur habituelle, on peut prendre le facteur d'élargissement que l'on veut, hein, mais voilà, ils sont conventionnels. Si on prend k égale 2, on dit le résultat, c'est la valeur vraie et dans l'intervalle 9,8 cm, 17,8 cm. Bon, là j'ai pris des dispersions cataclysmiques hein, pour la démonstration, parce que si ça variait juste derrière la virgule, ça serait moins clair, mais c'est le principe qui compte. Voilà, on a construit un intervalle de confiance dans lequel on a une probabilité que la valeur vraie se situe. Voilà. Et k égale 3, que l'on utilise rarement, parce qu'on élargit beaucoup et on ne gagne pas beaucoup en termes de confiance, ben ça fait un intervalle qui va de 7,8 à 19. Voilà. Donc habituellement, on élargit à k égale 2, c'est l'incertitude.
Alors, pour terminer cette vidéo, qui est sans doute la plus délicate, hein, puisque c'est là qu'on a fait donc émerger le concept d'incertitude qui ne va pas de soi. Il faut rentrer dans cette démarche où on raisonne dans le sens effet vers cause. D'accord, je ne vais pas y revenir. Le principe fondateur, c'est dire rapidement l'émergence de l'incertitude. Eh bien, elle apparaît lorsqu'on considère la valeur de mesure x comme un estimateur mu chapeau de la valeur vraie mu. Voilà. D'accord. Et pour avoir une estimation quantitative de l'incertitude, hein, parce que l'incertitude, elle émerge, on dit j'ai une incertitude, j'ai un doute. Mais après, au-delà de dire je ne sais pas, l'idée, c'est presque un paradoxe, c'est d'arriver à quantifier ce que l'on ne connaît pas. D'accord. Voilà. Et donc, pour aller au-delà du doute, pour quantifier ce doute, il faut s'appuyer sur des informations supplémentaires, en général des hypothèses. Alors, je dis toujours aux gens, si vous arrivez à estimer une incertitude sans aucune hypothèse, ce n'est pas une incertitude. C'est une dispersion, c'est ce que vous voulez, mais ce n'est pas une incertitude. Voilà. Sans hypothèse, c'est pas possible. D'accord. Alors, en conclusion, pour l'incertitude de type B, mesure unique, alors un autre mot-clé, l'incertitude, c'est l'idée d'une erreur possible. Voilà. Alors, beaucoup de gens qui tournent autour de la définition de l'incertitude, c'est un écart, c'est une erreur, entre quoi et quoi on ne sait pas. Là on tourne en rond parce qu'en vérité c'est pas l'incertitude, oui quelque part c'est un écart entre deux valeurs, mais en soi l'incertitude elle n'est pas mesurable. Donc voilà, l'incertitude c'est l'idée d'une erreur possible, point barre. D'accord. Après il reste à la quantifier. Mais au départ c'est une idée, elle nous est propre l'incertitude. Il n'existe pas d'incertitude maître, hein. Ça n'existe pas, hein, si vous en fabriquez un. Alors comment on peut modéliser l'incertitude? L'inversion bayésienne sur un plan un peu plus formel, hein, c'est dire on va variabiliser le paramètre, hein, c'est le terme qu'utilisent mes collègues qui font des maths appliquées, qui n'aiment pas le mot incertitude, ils parlent de variabilisation du paramètre supposé fixe, on le fait bouger. Comment? Eh bien alors l'inversion bayésienne consiste à se centrer sur la valeur expérimentale. Donc x1, la mesure unique, devient l'estimateur central de mu, et puis la dispersion dans ce mécanisme d'inversion bayésienne devient l'écart-type de la loi de probabilité de la valeur. Voilà. Voilà. On appelle ça une incertitude de type de type B au sens du groupe. D'accord. Alors ce qui est important pour la suite de notre propos, c'est de dire que dans le cas présent, à partir d'une mesure unique, ici, l'incertitude, la quantification de l'incertitude, est égale à la dispersion potentielle des mesures. Hein, on a vu sigma égale à 2. C'est la dispersion potentielle des mesures. Parce que, rappelez-vous, je fais une mesure unique, je ne la vois pas bouger, je n'ai pas d'écart type. Je vais aller chercher d'une façon ou d'une autre une information qui me permettra de dire, si je devais répéter les mesures, voici avec quel paramètre de dispersion le bougeant. D'accord. Donc il faut s'appuyer sur une hypothèse de dispersion des mesures. Voilà, c'était un moment de bravoure, c'est pas évident, alors c'est très sujet à polémique, toujours, hein, mais si vous pensez que je raconte des choses des balourdismes, n'hésitez pas à me le faire savoir, en vous remerciant.